Bienvenue dans le débat sur France 24. Le bras de fer entre le gouvernement français et les grévistes dans le secteur pétrolier s'est durci. Elisabeth Borne a lancé la réquisition du personnel pour faire fonctionner les dépôts de carburant d'Esso. L'impact d'un conflit social est devenu insupportable pour de trop nombreux Français, a lancé Olivier Véran. Les réquisitions sont effectives au dépôt de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Les Français devraient voir une amélioration très sensible dans les prochains jours des réserves de carburant dans les stations-service, selon le porte-parole du gouvernement. La CGT-FO dénonce une attaque inadmissible contre le droit de grève. Les raffineries de Total Energy et d'Esso sont toutes en grève, mais chez Total Energy, les négociations sont ouvertes depuis cet après-midi avec les grévistes. Un tiers des stations-service en France manquent toujours de carburant. Les files d'attente dans les stations-service, du coup, continuent de s'allonger et les automobilistes sont toujours en colère. Alors, comment l'arme de la réquisition fonctionne-t-elle ? Quel impact sur les Français à court d'essence? Pourquoi les négociations bloquent-elles chez Total Energy et Esso? Quelles sont les conséquences politiques de ce conflit social? Eh bien, on va poser la question à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Thomas Porte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de la NUP, 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Et d'ailleurs, vous étiez sur le site dont on va parler dans un petit instant. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Yannick Halimi. Bonsoir Yannick, rédactrice en chef adjointe au service politique du Parisien. Je ne suis plus, Alors, allez-y. Éditorialiste politique. Éditorialiste politique, toujours donc au service politique du Parisien quand même. Non, allez, circulez. Circulez, éditorialiste politique, ok. Donc ancienne du Parisien. Et on est ravis de vous avoir, Yannick. Bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également avec nous Michel Ruimi. Bonsoir. Économiste et professeur à Sciences Po. Ça n'a pas changé là, jusque-là? Non, jusqu'à ce jour. Merci d'être avec nous. Zartosht Bakhtiari est avec nous, maire d'hiver droite de Neuilly-sur-Marne. Bonsoir. Initiateur du collectif Stop Racket Énergie. Et vous appelez justement contre les prix délirants de l'énergie. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, un tiers des stations-service en France, il faut le savoir quand même pour notre public international, manque toujours de carburant. Les files d'attente dans les stations-service, bien sûr, continuent. Les automobilistes sont toujours en colère. On va écouter des réactions. C'est la galère, c'est la catastrophe parce que ça fait 3 heures de queue au moins derrière. Mais on a fait le tour des pompes d'essence, il n'y en a pas. Même sur les applications, ils nous disent c'est là. Bien sûr, ça marche, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Les réquisitions, s'il faut en arriver là, oui. Je pense que quand on voit les queues, quand on voit le blocage du pays, à cause d'une centaine de personnes qui ont en plus des revendications qui allaient être prises en compte en novembre. Alors pourquoi faire ça tout de suite? Voilà, pour paralyser le pays. Le gouvernement français, donc je vous le disais, a décidé de réquisitionner au dépôt de Port-Jérôme en Seine-Maritime. La CGT-FO dénonce une attaque inadmissible, je cite, contre le droit de grève. On va écouter Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. L'impact de ce conflit social est devenu, nous en avons conscience, insupportable pour de trop nombreux Français. Certains sont empêchés d'aller travailler, d'emmener leurs enfants à l'école, de faire leurs courses, parfois de se soigner. On va retrouver justement au dépôt de Esso à Port-Jérôme notre envoyé spécial Tariq Kaye. Tariq, bonsoir. Les réquisitions ont démarré sur le site. Bonsoir. Tout à fait. Une des premières réquisitions ont été mises en œuvre ici au niveau de cette raffinerie de Gravenchon en Seine-Maritime. C'est ce qui a été confirmé par un responsable syndical qui affirme qu'un des salariés travaillant pour Esso, la raffinerie donc à Gravenchon, a reçu une lettre qui lui a été remise par un huissier de justice lui demandant de reprendre le travail. Ce salarié est responsable donc du déplacement des hydrocarbures et de l'ouverture des vannes. Selon les responsables syndicaux, le salarié en question se conformera à la lettre et reprendra le travail puisqu'il n'est pas question ici de faire courir aux salariés le risque de se faire licencier. La CGT s'est exprimée au sujet de ces réquisitions. Elle affirme que c'est une atteinte au droit de grève et elle compte donc faire un référé
dès demain matin, déposer un référé dès demain matin. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, vient de s'exprimer ici même devant la raffinerie. Philippe Martinez considère que ces réquisitions sont scandaleuses. Il fait un parallèle justement avec ce qui s'est passé en 2010 lors de la réforme des retraites, où il affirme que le président Sarkozy et la France ont été condamnés par l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Pour lui, ce qui était valable en 2010 reste valable aujourd'hui. Merci Tarek Kaye, donc en direct de ce site à Esso où la réquisition a démarré. Michel Rumi, puisque vous êtes l'économiste du débat, vous allez nous le cadrer ce débat, nous expliquer grosso modo ce qui se passe tout de même chez Total et Esso, parce qu'il ne se passe pas exactement la même chose. Il y a eu un accord qui avait été signé chez Esso. Là, nous étions dans un site Esso. Et puis, il y a Total où manifestement des négociations ont démarré aujourd'hui avec les grévistes. Donc, quelles sont les revendications, pour faire simple, et est-ce qu'il y a négociation en ce moment ? Alors l'idée, et je vais essayer d'être le plus court et le plus bref et en même temps le plus clair, dans la mesure où, en fait, d'une certaine manière, il y a des négociations salariales qui sont ouvertes chaque année. Simplement, le fait, c'est que les grévistes de Total, face aux dividendes distribués aux actionnaires, c'est un réflexe, naturel, entre guillemets, considèrent qu'ils n'ont pas une juste rémunération et donc demandent à être revalorisés. Et du coup... Ils demandent à peu près 10%, c'est ça ? Oui, mais au-delà, c'est le fait de la revalorisation. Après, ça dépend du pourcentage. Après, ça se négocie. Après, l'idée, c'est... Aujourd'hui, Total n'a pas engagé des négociations et donc il y a un blocage, notamment de ces raffineries. Donc voilà. Et Total a fait un premier geste, me semble-t-il, aujourd'hui, puisqu'elle a ouvert donc, des négociations avec les grévistes. C'était ça un petit peu la nouveauté. Oui, elle a ouvert. Après, il faut les terminer. Thomas Porte, vous êtes allé justement sur le site en Seine-et-Marne. Pourquoi soutenez-vous les grévistes ? Donc je rappelle que pour Esso, il s'agit de la CGT et de FO. Ce sont eux qui sont en grève. Exactement. Et au-delà, il y a des salariés qui sont aujourd'hui en grève et qui ne sont pas syndiqués ni à FO ni à la CGT. Il y a une colère sociale parce que ça vient d'être dit. Il y a des entreprises qui ont fait des bénéfices records. Même parce qu'on parle de Esso, mais c'est ExxonMobil. C'est 19 milliards sur 3 mois. Total, c'est 19 milliards sur 6 mois. Et on parle d'augmentation annuelle, mais les salariés, ils voient leur patron qui s'est augmenté de 52%. Le PDG de Total s'est augmenté de 52%. Et les salariés demandent 10% d'augmentation de salaire, ce qui représente, c'est chiffré, c'est 151 millions d'euros pour l'entreprise Total, qui vient de verser 2,6 milliards de dividendes supplémentaires en avance aux actionnaires. Donc la mobilisation, moi je le dis, c'est une question de justice sociale. Est-ce que les salariés aujourd'hui qui produisent la richesse doivent en toucher une partie, doivent avoir des justes rémunérations ? Parce que j'ai entendu des salaires, 5 000 – 6 000 euros, ce sont des mensonges absolus de la direction Total. Venez sur les piquets de grève, les gens sont à 2 500 – 3 000 euros. Alors ça dépend si on parle du net ou du brut. On va revenir sur, on va rester un peu plus... du carburant toute la journée dans des conditions de travail qui sont compliquées. C'est des salariés qui travaillent en 3-8 avec des conditions de travail qui ne sont pas simples. Donc arrêtons de stigmatiser celles et ceux qui aujourd'hui se mobilisent. Zartocht Bakhtiari, justement, on voit tout de même que ça bloque l'ensemble du pays. On a vu ces automobilistes qui font la queue. Est-ce que Thomas Porte a raison et est-ce que le gouvernement a raison de réquisitionner aujourd'hui ? Je pense qu'effectivement, quand on voit les scènes incroyables dans toute la France se produire, comme si on n'avait pas d'énergie, il fallait réquisitionner. On a l'énergie qui est un bien commun. Il faut quand même se dire qu'il ne faut pas réserver le même traitement pour l'énergie que pour d'autres choses. Il ne faut pas réserver un traitement ordinaire à l'énergie. Donc il est inadmissible et indispensable de débloquer le pays et de ne pas laisser les Français dans la paralysie. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a deux responsables dans cette histoire. Le gouvernement et les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui font d'énormes profits, qui mettent les Français à genoux, qui mettent les collectivités à genoux en multipliant par 10, 20, 30 le prix de l'énergie, qui mettent les entreprises à genoux également. Le boulanger, si vous allez le voir, s'il devait répercuter le prix de l'énergie sur sa baguette, la baguette, elle coûterait 2,65 €. Et le gouvernement également, qui a mis en place un bouclier tarifaire. Qui refuse, le bouclier tarifaire, qui est-ce qui le paye ? Ce sont les Français. Le gouvernement refuse de taxer les superprofits et en parallèle, vous avez d'autres personnes de la majorité comme Édouard Philippe qui jettent de l'huile sur le feu en disant qu'il faudrait aller faire une réforme de la retraite en passant la retraite à 67 ans. Donc voilà les deux responsables. Par contre, donc tout est lié à vous écouter. Oui. Yannick Halimi, est-ce que le gouvernement prend un risque aujourd'hui lorsqu'il décide de réquisitionner ?
Alors d'abord, on ne prend pas de risque juridique parce que contrairement à ce que dit Philippe Martinez, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, n'a pas condamné le gouvernement à l'époque de M. Sarkozy et de M. Fillon parce que cette mesure aurait été illégale, anticonstitutionnelle. Non, c'est parce qu'il y avait eu à l'époque, au contraire, l'OIT avait salué l'efficacité de la mesure, avait en revanche souligné l'absence de concertation du gouvernement de l'époque. Là, donc c'est différent, l'OIT n'avait pas condamné, premièrement, et deuxièmement, si le droit de grève, je reviens à la France stricto sensu, est effectivement un droit constitutionnel, le droit de réquisition dans certaines conditions est formel et de proportionnalité par rapport au risque que c'est très encadré juridiquement. C'est très encadré et puis donc ce sont les préfets qui doivent prendre, on l'a vu, cette décision et évidemment c'est sujet à des recours. Donc d'un point de vue juridique, le gouvernement ne prend pas de risque. En revanche, il prend deux autres risques. Le risque de dresser et de braquer des grévistes ou des salariés même et des syndicalistes qui eux aussi ne sont pas indemnes, notamment la CGT, de motivation strictement politique, on y reviendra. Mais en revanche, tout de même, ils risquent de les braquer encore plus, on verra ce qu'il en adviendra dans les prochains jours. Et troisièmement, pardonnez-moi, je termine là-dessus, les réquisitions, et le gouvernement le dit dans la coulisse, ne sont pas la solution. C'est une petite solution d'attente qui permet de montrer que le gouvernement intervient, on va dire, enfin, et que certains verrous vont pouvoir sauter, mais le gouvernement le dit lui-même, ce n'est certainement pas la panacée, et le gouvernement le dit, et je ne dédouane pas la responsabilité du gouvernement dans tout ce qui se passe, mais c'est une autre question. Le gouvernement le dit lui-même, l'issue, c'est la discussion et la négociation. Michel Remy, est-ce que ça peut justement débloquer les stations-service, débloquer en tout cas le dépôt de carburant et donc réalimenter les stations-service, cette mesure? Les réquisitions sont des situations de court terme et c'est pour un déstockage. Après les raffineries, on ne remet pas en cause le droit de grève. C'est ça qui pose la difficulté. Le problème, et c'est une solution de court terme, les Français ont besoin, pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer sur les aspects métiers essentiels ou quoi que ce soit, ont besoin de certains carburants. La difficulté est qu'il convient... Et c'est là qui se pose et ça met en illustration le dialogue social qui ne se fait pas. Et notamment, en même temps, ce qui me gêne quelque part, c'est le fait que, quelque part, au-delà de cet aspect de Total, etc., c'est que le gouvernement, dans une certaine mesure, n'entend pas éventuellement la grogne monter progressivement. Et pour l'instant, ça tire ce problème-là. Ça risque d'avoir un crime. Ça risque d'avoir qu'au-delà, si on n'arrive pas à trouver une solution rapidement. Donc ça veut dire une négociation qui débouche sur un résultat. Ce qui débouche sur un résultat, et surtout, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que même si on arrive à un résultat, la remise en ordre, on va dire, du stock des stations-service, etc., ça va continuer là-dessus. Et ça ne se met pas tout de suite, du jour au lendemain, ça prend du temps. Donc ça va aussi continuer. C'est plus l'on tarde à trouver une solution, plus l'on va tarder. Et aujourd'hui, à la limite, à supposer qu'on trouve un accord dans les jours qui viennent, à mon sens, on reviendra à une situation normale début novembre. Donc, c'est ce qui pose ce type de problème. Et donc, à supposer que ça retarde, associé à d'autres grognes qui peuvent arriver, ça risque de faire tache d'huile, d'autant plus dans une perspective du 16 octobre. Thomas Portes, vous pensez que ça risque de faire tache d'huile? On va écouter Sandrine Rousseau, justement, et vous allez réagir. C'était sur France Inter. France Info, pardon. Moi, j'espère que ce sera l'étincelle qui déclenchera un mouvement de grève générale, parce que là, la colère dans le pays est telle que je pense qu'il y a vraiment matière à bloquer et à changer les politiques libérales qui sont mises en place par le gouvernement. Elle appelle à la grève générale, donc un mouvement social de grande ampleur, Thomas Portes. Vous êtes dans cette veine? Nous, on regarde ce qui se passe dans le pays, on prend la température et la colère, elle n'est pas que chez les salariés des raffineries. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur d'activité qui n'est pas concerné par des grèves. Vous prenez l'agroalimentaire, vous prenez y compris le secteur des transports, on a les cheminots qui seront en grève le 18 octobre, on a les profs du secteur de la formation professionnelle qui vont se mobiliser la semaine prochaine. Il y a une colère dans le pays et vous avez puis il y a une marche organisée par la NUP dimanche. Évidemment, et moi j'appelle celles et ceux qui aujourd'hui veulent un autre projet de société, qui veulent un partage des richesses, à venir dimanche prochain marcher avec nous à 14h au départ à la place de la Nation. Mais vous avez parlé de la réquisition. L'effet que ça a, c'est que par exemple la raffinerie de Donge, qui n'était plus en grève, s'est mise en grève ce matin à 80% suite aux annonces du gouvernement. Parce que c'est une remise en cause claire du droit de grève de faire ça. Et aujourd'hui, le gouvernement... On a vu que c'était légal. Je termine sur une chose. Le gouvernement, il fait le choix de la matraque et de la violence
pour protéger les super profits de quelques-uns. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, vous avez montré des réactions d'automobilistes. Moi, je suis allé en voiture voir les salariés, donc j'ai fait aussi le plein de ma voiture, j'ai discuté avec des gens sur des stations. Il y a aussi des gens qui pointent du doigt la direction de Total, qui dit comment ça se fait que le patron s'augmente de 52%, qu'on gave les actionnaires de 8 milliards et que les salariés, ils touchent pas leur dû. Donc il y a une question du partage de richesse dans ce pays qui est posée, et ces salariés-là, ils la posent au cœur du débat politique, et le gouvernement, qui est irresponsable, qui ne veut pas taxer les super-profits, porte une lourde responsabilité dans le conflit aujourd'hui. Monsieur Bacteri, est-ce qu'il devrait y avoir une grève générale ? Est-ce que vous adhérez à ce que vient de dire justement mon voisin ? Je n'appelle pas la grève générale, par contre je dis une chose, c'est qu'effectivement je partage le constat. On est sur un terreau qui est explosif. On demande des efforts financiers considérables aux Français. Le prix du caddie a explosé, tous les prix ont explosé, sauf que les salaires n'ont pas été revalorisés à la hauteur. On demande des efforts drastiques aux Français dans leur vie quotidienne. Quand on vous dit que vos enfants dans vos écoles vont être dans des classes à 19 degrés, que dans les gymnases ça va être 14 degrés, qu'il n'y aura plus d'éclairage public, et que derrière, on ne voit pas de partage de l'effort par les énergéticiens qui, eux, pour le coup, s'en mettent plein les poches. Alors vous dites ça, mais vous savez qu'il y a un accord au niveau européen, d'ailleurs Bruno Le Maire en a parlé, qui va permettre de financer en l'occurrence le bouclier tarifaire français. Mais c'est indispensable de le faire et de le faire rapidement. Aujourd'hui, on dit aux Français, chauffez-vous moins et payez plus. Forcément, ça crée de la colère. Donc, de manière générale, il faut un partage des efforts par tout le monde. Et effectivement, on est sur un terreau qui est explosif et dans tous les secteurs. Donc, effectivement, je pense, encore une fois, qu'on est sur un terreau qui est pire que celui des Gilets jaunes parce qu'il n'y a plus de barrage. Est-ce que c'est ça le risque, Jeannie Cannelly, qu'il y ait effectivement une sorte de mouvement gilet jaune, nouveau mouvement ? Écoutez, personne ne le sait. Effectivement, il y a cette grande manifestation le 18 octobre. Le 16, pardonnez-moi, dimanche. Effectivement, il y a de nouvelles raffineries qui sont touchées par le mouvement de grève. Et peut-être aussi pire, j'allais dire, excusez-moi, c'est... Chez EDF, c'est ça ? Voilà, c'est chez EDF, donc les centrales nucléaires qui déjà étaient mal en point et qui risquent, elles aussi, de ne pas fournir l'électricité dont on aurait besoin. Maintenant, est-ce qu'il y a un risque ? Oui, il y a un risque, bien sûr qu'il y a un risque, mais personne ne peut dire de façon assurée qu'il risque d'avoir et un mouvement social, et un mouvement syndical, un mouvement politique et un mouvement des Gilets jaunes. En revanche, il est temps de le désamorcer. Et ce désamorçage, il est temps qu'il arrive, parce que c'est très intéressant, votre introduction tout à l'heure, vous avez dit 2 fois, c'est pas du tout une critique, un bras de fer nous assistons à un bras de fer entre le gouvernement et les grévistes. Vous avez oublié les entreprises, les directions des entreprises. Là, on peut dire que le gouvernement fait pression sur ces entreprises. Non, moi je trouve pas, justement. Non. Je trouve que depuis que le mouvement existe, il y a un mouvement de grève depuis le 27 octobre. 2 semaines. Le 27 septembre. 22 jours sur la raffinerie. Le 27 septembre. Il y a eu le climat politique dont on a parlé cet été, avec une montée. Il n'y avait pas encore les grèves dont on parle, mais il y avait le pouvoir, la crainte du pouvoir d'achat, les 2 lois sur le pouvoir d'achat qui étaient discutées. On savait qu'il y avait un malaise, y compris au sein des troupes Renaissance, dont une certaine partie donc de la majorité demandait la taxation des super-profits pour les énergéticiens. Qu'a fait le gouvernement ? Qu'a fait l'exécutif au sens large ? Pas grand-chose, si ce n'est appeler effectivement à la négociation. Mais le rôle du gouvernement, d'un strict point de vue d'intérêt national et d'intérêt politique au sens limité du terme, pour que ça ne lui revienne pas à la figure comme un boomerang, c'est de pousser notamment les entreprises qui effectivement ont fait des milliards dus à la rente et non pas à l'investissement et au risque, de négocier. Pourquoi est-ce que Total, et pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas poussé Total, qui effectivement était prêt à négocier, à avancer ne serait-ce que d'1 mois, c'est-à-dire d'ouvrir les négociations déjà la semaine dernière. La réaction d'Emmanuel Macron est trop tardive, à votre avis ? Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il s'agit de voir ce qu'il va dire ce soir. Mais effectivement, il est temps qu'il parle, il est temps qu'il désamorce, parce que je termine là-dessus. S'il y a un risque de gilet jaunisation, crise sociale, ce n'est pas sûr, Monsieur Porte. Ce n'est pas sûr du tout que ce soit la gauche, en termes politiques, qui en récolte les gains. Quand il y a ce genre de manifestation, une France à l'arrêt et peut-être du désordre dans la rue, l'histoire et la comparaison géographique avec d'autres pays très proches européens montrent que c'est plutôt l'extrême droite qui en profite. Donc personne n'a intérêt à ce que les choses s'enveniment, et les responsabilités sont parfaitement partagées entre une CGT qui fait tout de même de la surenchère, même si fondamentalement il faut une négociation des salaires, une entreprise ou des directions d'entreprises qui n'ont pas voulu négocier ou trop tard, et des pouvoirs publics qui eux non plus n'ont pas assez fait pression
sur les directions d'entreprise. Alors, comme vous parliez justement de taxation des entreprises, on va écouter Bruno Le Maire sur ce sujet qui, lui, parle de rente. La réalité, c'est que c'est les rentes auxquelles nous voulons nous attaquer. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des énergéticiens qui s'appellent EDF, Total ou Engie qui puissent profiter de la situation, vendre à prix d'or de l'électricité, sans qu'à un moment donné, l'État ne leur dise « écoutez, là, vous prenez trop, on reprend cette rente qui est excessive et on la redistribue à nos compatriotes et aux entreprises pour vous protéger. Nous le faisons depuis 1 an. » Michel Remy, parce qu'il y a effectivement cette contribution européenne qui a été mise en place, qui en fait, l'idée c'est en fait d'avoir un seuil de prix et le gouvernement, enfin les gouvernements, les États récupèrent donc le différentiel entre le prix de vente et le prix affiché par le gouvernement. Donc c'est une façon de financer le bouclier tarifaire. Oui, parce que... Expliquez-nous. Le gouvernement demande bien aux énergéticiens de contribuer financièrement. Ouais, quand on dit taxer les superprofits, il y a 2 termes qui convient absolument Non mais là par rapport à ce qu'a dit déjà Bruno Le Maire. Oui, non, mais je reviens là-dessus, sur les énergéticiens, c'est-à-dire notamment taxer. Il y a un problème c'est le terme taxer. En fait, les entreprises sont déjà taxées sur l'impôt société. Là, on leur demande une autre taxe. Donc, au plan constitutionnel... Aux énergéticiens. Oui. On ne peut pas taxer une deuxième fois au motif que... Donc, ce n'est pas le terme qui convient. Deuxième chose, les superprofits, il convient de les déterminer là-dessus. Et donc là, on dit, voilà, c'est tout ce qui est au-dessus de 180 €, on vous prend, d'une certaine manière. 26 milliards d'euros, a priori, qui seraient récupérés par l'État français. Là, ça peut être... Et là, on pourra dire, oui, c'est une contribution de cette nature. Et c'est là où il convient de voir, c'est que les entreprises, on ne peut pas les taxer, mais les inciter à faire... D'une part, on a incité Total à faire son rabais, mais également aussi de dire, bien, je considère que ce surplus, on va dire, au-delà de 180 € est, on va dire, un niveau qui est quand même, qui vous permet, d'une part, de faire fonctionner votre entreprise, de faire éventuellement certains investissements pour le futur, mais au-delà, il me semble que ça soit légitime, on va dire, de pouvoir les taxer pour pouvoir faire bénéficier la communauté nationale. Donc taxer l'ensemble du secteur, c'est ce que vous souhaitez à la NUP. C'est en fait ça, c'est une taxation pas seulement des énergéticiens, mais de l'ensemble des entreprises qui ont fait... Des énergéticiens, des gaziers et des sociétés de fret maritime, les 3 qui n'ont rien inventé pendant cette crise-là, mais qui ont profité du marché, qui ont spéculé pour accumuler des richesses. Mais quand j'entends Bruno Le Maire dire... Déjà, il a les éléments de langage, c'est dire on va le faire. Donc déjà, ils ne sont pas dans l'action, donc ils ne le font pas. Et véritablement, il faut les mettre à contribution, ces grands groupes. Enfin, je veux dire, il y a quand même un sujet, on le dit depuis le début sur ce plateau, c'est un constat qui est partagé. Quand vous versez 8 milliards d'euros à des actionnaires, que vous avancez de 2,6 milliards d'euros, en plus cette année, une avance sur dividendes et que vous refusez d'augmenter les salaires, parce qu'on a parlé de négociations tardives. Ça fait 6 mois que les organisations syndicales de Total demandent des ouvertures... Il n'y a pas de refus d'augmenter les salaires, pardon. Non, mais ça, en fait, à hauteur, pour couvrir l'inflation... Et qui est aussi en lien avec les dividendes qui a été versés. On parle, l'an dernier, si vous prenez les chiffres des salaires qui ont été versés... Mais là, il proposait une hausse de 6%, me semble-t-il. Oui, mais nous, la CGT, les syndicats demandent 10%. Vous savez, je pense que c'est sous l'inflation. Je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est devenu autre chose qu'une simple négociation de salaire. On voit bien... depuis la crise ukrainienne, depuis la crise du pouvoir d'achat, qu'on est en train de se transformer, surtout depuis la guerre ukrainienne, pardonnez-moi, c'est une crise politique au sens très large du terme. Lorsque le président de la République lui-même parlait le 14 juillet lors de son allocution et de son interview à la télévision de profiteurs de guerre, on est dans une situation, pour parler des énergéticiens et effectivement de ces profits qui sont nés de la rente et non pas de la prise de risque et de l'investissement, on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement exceptionnelle. Alors peut-être ne faut-il pas parler de taxation et d'impôts, c'est quelque chose de pérenne et qu'il faut parler d'une taxation effectivement limitée à un certain nombre d'entreprises et limitée dans le temps, mais sans parler de 5, de 10, de 20%, il fallait de toute façon qu'il y avait cette prise de conscience qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat en France. Tout le monde le reconnaissait. Il a manqué, je trouve, la bonne volonté ou le réalisme politique, j'allais dire, de la direction de politique au sens large du terme, de la direction de Total. Il a manqué l'implication politique de l'exécutif et ça s'est greffé, encore une fois, à une surenchère de la part de la CGT à laquelle se joint maintenant Force ouvrière pour des raisons notamment, bien sûr, de leadership
leadership d'une mobilisation sociale et puis d'un congrès qui aura lieu en mars, où on sait qu'il y a des courants plus ou moins radicaux qui vont s'affronter au sein de la CGT. Mais on voit bien que ce n'est pas une simple négociation salariale en tant que telle qui apportera la solution. Le contexte politique, en tout cas, est effectivement très important. Zartosht Bakhtiari, est-ce qu'il faudrait une négociation générale des salaires, finalement, en France ? Je pense qu'il faut, justement, c'est le moment d'aller sur un autre débat. Et c'est le fait de remettre la participation des salariés dans le capital des entreprises sur la table. Et il faut une vraie prise en main par les salariés, une vraie association. Donc là, ce ne sont pas les salaires dont vous parlez. Non, mais c'est une association parce que le salarié, il est responsable. Quand l'entreprise est dans la difficulté, le salarié, et quand il y a eu des référendums locaux, parfois les syndicats allaient sur une direction, par exemple le Smart en 2015, on demande aux salariés, est-ce que vous êtes d'accord pour travailler 39 heures, payer 37 ? Les syndicats s'y opposent. 90% des salariés disent oui pour sauver l'entreprise. Parce qu'en fait, on leur donne la possibilité d'être associés. Moi, ce que je demande, c'est d'associer véritablement les salariés à la gestion de l'entreprise, en tout cas mais dans ça, le capital. C'est pas très nouveau, pardonnez-moi. Mais si, parce qu'aujourd'hui, en fait, on donne des miettes. La participation, c'est pas l'association à la gestion. Attention, c'est la participation au bénéfice. Je demande à ce que les salariés en Assemblée Générale puissent déterminer, par exemple, le salaire du PDG du groupe Total. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, parce que les salariés n'ont pas cette possibilité-là. J'en termine simplement. Il y a un délégué du personnel, il y a quand même une participation. Oui, mais non. Et ça, c'est pas un principe marxiste, c'est un principe simplement gaulliste. On va regarder justement ce reportage qui a été fait sur un marché en France, parce qu'on va voir que l'impact justement de ces 15 jours de grève, l'impact est très important auprès de nombreux Français, non seulement ceux qui se rendent au travail le matin, mais également sur l'ensemble de l'économie française. On va regarder. Les étals sont encore bien achalandés, mais le manque de carburant inquiète cette maraîchère. Marielle Marconcini a déjà revu son activité à la baisse. Demain, par exemple, il n'y a aucune livraison. On restera sur le marché, mais on ne pourra pas faire nos livraisons, justement pour essayer d'économiser le plus de carburant possible. Même constat au Hall d'Avignon. Ce maraîcher vend exclusivement des produits locaux. Le manque de carburant l'oblige à proposer des fruits et légumes moins frais. On va 3 fois par semaine au Saint-Étienne-du-Grèce. Là, on est obligé de le réduire à 1 fois par semaine. Donc, ce qui déjà nous complique, parce que nous, on vend des produits frais. Toute la chaîne de fonctionnement est impactée. Ce matin, les clients ont déserté les allées. Quant aux commerçants, ils ont déjà répercuté leurs difficultés d'approvisionnement sur les prix. On ne peut pas forcément avoir toute la marchandise qu'on veut. La marchandise augmente aussi, parce qu'il faut vous dire que c'est répercuté sur le prix de la marchandise. Et en plus, les gens qui ont un petit phénomène de panique ne se rendent plus aussi facilement dans les halles que ce qu'ils le faisaient. La pénurie d'essence réduit les stocks disponibles et en conséquence, les prix augmentent pour le consommateur. On voit l'impact sur l'économie. Ce n'est pas seulement effectivement les Français qui se rendent au travail le matin, mais également sur les marchés. Ce blocage depuis 15 jours a un impact réel. D'ailleurs, d'où la justification de l'utilisation de l'ordre public pour réquisitionner. Vous savez, comme cheminot, je connais les vieilles ficelles pour utiliser un discrédit sur une grève et monter l'opinion publique contre les salariés en lutte. Il y a aujourd'hui un responsable du blocage, je tiens à le dire ici, c'était le patron de Total et d'ExxonMobil. Moi, j'appelle Emmanuel Macron à réquisitionner ces deux patrons, à les mettre dans une salle et à leur dire maintenant, vous allez à la table des négociations vous trouvez que la et vous négociez avec les salariés. Mais bien sûr. Emmanuel Macron, s'il a envie de prendre son téléphone et d'appeler les deux PDG, il les appelle pour les mettre autour de la table. Donc il a une responsabilité. Aujourd'hui, il fait le choix du rapport de force. Moi, j'espère qu'il va réquisitionner les patrons et leur dire ça suffit maintenant. On a des salariés qui sont mobilisés depuis 22 jours, des gens qui perdent de l'argent, qui demandent des hausses de salaire. L'entreprise s'est gavée avec des dividendes. Il est temps de revenir à la raison et de négocier avec ces gens-là. Michel Rémy, c'est ça la solution ? Est-ce qu'il faudrait une négociation globale des salaires en France ? Pour l'économiste que vous êtes. En fait, il n'y a pas de politique nationale des revenus, à part sur le SMIC. Okay, le SMIC. Donc, ça reste sur du ressort des entreprises. Il pourrait y avoir un Grenelle, il y a des choses à inventer. L'idée est de voir après. Donc, en l'état, la problématique qui est là, c'est que Total et Exxon sont des entreprises privées. Donc, l'État peut inciter, c'est toujours, et non pas exiger. Donc, bien sûr, on peut demander à ce que des négociations entrent en jeu. Après, ça reste le jeu des négociations là-dessus. Et c'est toute la difficulté. On le voit bien aujourd'hui, c'est que les réquisitions aujourd'hui ne sont que des mesures de court terme. On n'aura pas résolu le problème. Donc on ne va pas commencer
on va dire, si les négociations arrivent et que, avant que les stocks, on va dire, entre guillemets, soient épuisés, eh bien, l'affaire rentrera dans l'ordre. Si, par contre, on utilise des stocks et que ça ne suffit pas et que les négociations n'ont pas avancé, là, ça risque d'être plus rude pour l'économie. Un mot justement, Jannick Halimi, sur la portée politique. Alors il y a un sondage BFM Lab qui est sorti il y a très peu de temps, là, qui dit, parce qu'évidemment, il y a la bataille de l'opinion à gagner, j'imagine, puisque c'est ça l'impact politique de ce qui se passe. 42% donc, des Français approuvent, 40% sont contre, donc on voit que c'est très divisé, l'opinion française. En revanche, vous avez 8 Français sur 10 qui trouvent que l'exécutif n'a pas vraiment joué son rôle. Ben oui. On est dans un pays, qu'on le veuille ou non, qui est très colbertiste. Oui, parce qu'en même temps, c'est ce que disait Michel Ruy, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises privées, oui, tout à fait. Mais enfin, on reste quand même dans un pays, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Grande-Bretagne, on est dans un pays où l'État a toujours joué son rôle. Vous parliez tout à l'heure du Grenelle qui a eu lieu après 1968, on peut remonter à 1936 avec Matignon. On sait que l'État, au-delà des entreprises publiques qui deviennent de plus en plus rares, même si EDF est prête à être renationalisée, on sait que l'État a un rôle extrêmement important. On ne lui demande pas de nationaliser, certains demandent la nationalisation effectivement des entreprises, mais il a un fort pouvoir incitatif, on le sait, et sans aller jusqu'à la réquisition des patrons, on sait que si M. Macron ou M. Le Maire ou Mme Borne, mais enfin surtout M. Macron, on verra ce qu'il va dire tout à l'heure, prend son téléphone et appelle les patrons des entreprises qui sont en défaut, qui pourraient être en défaut, pour négocier, cela aurait des conséquences. Et les Français reconnaissent à l'État, en tout cas même demandent à l'État, et quand on dit l'État, c'est l'exécutif, d'intervenir et de jouer ce rôle. On peut le regretter, on reste dans un État extrêmement centralisateur, jacobin, bonapartiste, tout ce que vous voudrez. Et la Ve République n'a pas, entre guillemets, amélioré, en tout cas n'a pas changé les choses. Oui, les pouvoirs publics ont tout intérêt à intervenir. En plus, depuis la rentrée, on a l'impression que c'est tout le message inverse que finalement Emmanuel Macron voulait donner dès le départ, et en tout cas Bruno Le Maire, de dire il faut maintenant que la France attire des investisseurs étrangers, qu'on n'intervienne pas. C'est la raison pour laquelle il ne voulait pas mettre en place une taxe. Est-ce que vous croyez que les investisseurs étrangers risquent d'être attirés si la France est bloquée ? Est-ce que le syndrome, comme disaient certains de la grève, que je n'appellerais pas syndrome, est-ce que ce n'est pas un facteur beaucoup plus bloquant qu'un président de la République qui appelle des patrons et des syndicats d'ailleurs, effectivement, pour leur dire vous avez intérêt à négocier dans le bien et dans les intérêts partagés de tous. Le gouvernement l'a joué petit bras, au nom peut-être d'une idéologie politique extrêmement libérale, au nom peut-être d'un manque d'organisation et d'un manque de remontée d'informations, que ce soit les préfets ou que ce soit certains ministres, l'avenir le dira. En tout cas, il est temps que peut-être que Vulcain redevienne Jupiter, parce que Vulcain à la forge n'a pas donné de résultat pour le moment. Alors qu'il redevienne un Jupiter, mais un Jupiter efficace. Zardosht Bakhtiari, justement, qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce qu'il va faire une annonce ce soir, Emmanuel Macron, éventuellement ? Vous attendiez une annonce ? On attend d'un gouvernement qu'il gouverne. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être gouverné. Et effectivement, si on laisse, comme disait le général de Gaulle, la chienlit diriger, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, le marché ne s'autorégulera pas. Effectivement, il faut. Mais c'est quoi la chienlit ? C'est le blocage du pays ou c'est le fait que, mais bien sûr, en fait, qu'il n'y ait pas d'augmentation de salaire ? C'est le libéralisme sauvage. C'est le fait qu'il n'y ait effectivement pas de capitaine à la barre. C'est qu'on ne puisse pas donner de direction. C'est qu'on laisse une minorité paralyser tout un pays sans donner la direction qu'il faut. Donc aujourd'hui, effectivement, il faut que le gouvernement reprenne les choses en main, qu'il y ait une fin vraiment des blocages. Donc reprise en main pour vous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire réquisition, ça veut dire on remet tout le monde au travail. Une poignée de personnes ou est-ce que ça veut dire on cède, la direction cède aux 10% de demandes justement par la CGT ? Non, ça n'est pas céder que d'entendre ce qui est véridique et ce qui est vrai. Et effectivement, il n'y a pas de partage des efforts de la part des dirigeants de ces entreprises et des énergéticiens. Il faut qu'ils soient mis à contribution. Donc effectivement, je pense que le fond est bon. Par contre, la forme est à jeter parce que la paralysie est inacceptable. On va écouter Éric Ciotti tout de suite. Ce gouvernement est rattrapé par l'épreuve que subissent les Français. Il n'a pas anticipé la réquisition. J'ai interrogé personnellement hier, j'ai demandé à l'Assemblée nationale les réquisitions. Mais une crise comme ça, elle s'anticipe et elle se gère au début. Dans les premiers jours, on peut régler cette solution. Maintenant, ça a pris une ampleur qui est énorme.
et des millions de Français voient leur liberté de travailler privée. Et puis, on a vu, c'est aussi, c'est le défaut de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, le manque d'anticipation. On ne réagit qu'après les événements, le manque de courage aussi. Thomas Porquet, à la sortie de crise. Que Total et Exxon accèdent aux revendications des salariés. Parce que je crois que les salariés de Total aujourd'hui et de Exxon, ils ne se battent pas que pour eux, ils se battent pour l'ensemble des salariés de ce pays, pour avoir des salaires dignes. Vous aviez parlé tout à l'heure du SMIC. Le gouvernement peut revaloriser par exemple le SMIC, ce qu'il n'a pas voulu à l'Assemblée et l'extrême droite d'ailleurs a voté. On ne pas revaloriser le SMIC, nous on le portait à 1500 et aujourd'hui à 1600 € au regard de la crise. Et vous avez dit une minorité. Dans votre sondage, il y a quasiment plus de 40% des Françaises et des Français qui aujourd'hui soutiennent le mouvement. Parce que, oui, il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays. Et quand vous avez un patron qui s'augmente de 52%, et je le redis parce qu'en un an, c'est 312 SMIC. Le PDG de Total, c'est un an, 312 années de SMIC. Et on a des gens qui, contrairement à ce qui est dit, n'arrivent pas à remplir leur frigo à la fin du mois. Donc il faut augmenter les salaires et partager les richesses dans ce pays. Mais pour l'instant, vous êtes tout de même 40% des Français qui sont contre justement ces grèves. Bien sûr, mais vous avez aussi 42% qui sont pour. On est vraiment en moitié-moitié là. Mais vous savez, pardonnez-moi... Allez-y, je vous en prie. Il peut avoir un mécontentement social qui naît aussi de ces 40 et quelques pourcents qui sont opposés au blocage des raffineries. Donc, c'est pas parce qu'il y a 40%, ou pardonnez-moi, 42%... Ou c'est 40% contre, 40% pour. Bon, enfin, 40% qui sont contre ce mouvement, on est vraiment moitié-moitié, qui ne sont pas prêts, eux aussi, à descendre dans la rue, à manifester leur colère. Ces 40% sont certainement pas parmi les classes les plus aisées de la population. Cela dit, je le répète, ce serait plutôt un mouvement de gilets jaunes dont... Parce que ceux qui sont pénalisés aujourd'hui font partie d'une classe qui n'est pas privilégiée. C'est ce que vous voulez dire aussi. Ah ben non, c'est plutôt... Quand vous n'avez pas d'essence, tout le monde est concerné. Oui, tout le monde est concerné, mais ceux qui sont le plus touchés, ce sont plutôt les professions, les classes, les groupes les plus modestes. Eux aussi peuvent être très mécontents, mais je ne suis pas sûre que leur mécontentement, encore une fois, se traduise politiquement en faveur de la gauche. Ça pourrait être... certainement pas en faveur d'Emmanuel Macron, mais plutôt en faveur du Rassemblement national. Et comment vous voulez la gagner, cette bataille de l'opinion ? Qui est très présent également, dans les classes modestes et populaires. Vous savez, après 22 jours de grève, et malgré tout ce qu'on a entendu sur les plateaux, où on a parlé de preneurs d'otages, j'ai même entendu des gens les qualifier d'assassins parce qu'ils bloquaient les infirmiers d'aller au boulot, on a quand même 4 Français sur 10 qui sont aujourd'hui d'accord avec ces mouvements. Et puis je partage ce qui a été dit, c'est pas une question de céder à des revendications, c'est une question d'équité et de justice sociale. Encore une fois, on a des groupes qui font de l'argent, et on a des salariés qui demandent une revalorisation salariale. C'est pas une question de dire il faut céder à ces revendications qui sont totalement folles. C'est une question de partager les richesses. Parce que demain, les actionnaires de Total, ils n'auront plus 1 euro en poche si on n'a plus de salariés qui produisent la richesse, qui sont sur le terrain, qui travaillent en 3-8, qui respirent un air pollué toute la journée. Michel Rouimi, quelle sortie de crise possible ? Non, moi je fais d'abord un constat, c'est qu'aujourd'hui la situation fait lever les Français vis-à-vis d'autres Français. Ça montre la société qui est quand même difficile et les difficultés. La levée de crise, bien sûr, ça nécessite par la satisfaction des deux parties. C'est notamment, d'une part, les salariés qui bénéficient d'une revalorisation de leur salaire. Ça permettrait éventuellement, à supposer que tout le monde soit d'accord, que ça facilite, on va dire, l'activité économique par ailleurs. Parce que, et c'est ça qui, moi, me gêne, c'est la non-prise de conscience qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de conflits des Français les uns vers les autres. Et on n'a pas de solution. Le gouvernement ne me donne pas l'impression de trouver la bonne solution pour essayer de faire ça. Moi, je mais parce que ça n'est pas simple. Oui, non, mais bien sûr que ce n'est pas simple. Mais rien que simplement le fait de dire que, et je ne rentre pas dans le débat sur la divulgation des niveaux de salaire, on ne tient pas compte aussi des pénibilités et ainsi de suite. Donc, ça vous parlez de la communication de Total oui, tout à fait. Mais ça montre aussi de dire, oui, ce ne sont pas des pauvres, entre guillemets. Donc c'est là parce aussi... que c'était 5 000 € bruts, mais voilà, mais si après, ces chiffres ont été contestés. Si on prend 5 000 € comme ça, on dit oui, ils gagnent bien, mais simplement on ne voit pas les conditions dans lesquelles... 7 ans d'espérance de vie de moins pour celles et ceux qui travaillent sur les raffineries. Donc moi, ce qui me gêne, c'est ce de fait pour qu'on arrive à jouer là-dessus. Je pense qu'il faudrait arriver à un meilleur dialogue. Ça passe par le haut, ça passe par le bas. Il faut que tout le monde ait conscience que tout passera par un dialogue, d'aller vers l'autre. Et non mais ça, c'est un peu la responsabilisation, c'est un peu le message le gouvernement. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais on voit bien qu'effectivement, depuis des années, et pour ne prendre que le court terme, on a bien vu que la France était effectivement braquée au moins entre deux groupes. Depuis 2017. C'était même avant avec Nuit debout et la loi Khomri de François Hollande. Bon,
refaire l'histoire. Mais justement, et c'est là encore une fois que je veux reparler du gouvernement, qui en plus avait cette philosophie politique au début en 2017. C'est très compliqué de faire parler les deux France pour aller vite, même s'il y en a certainement plus. On parle plutôt d'un archipel français, comme dirait Jérôme Fourquet, qu'autre chose. Il faut une tierce personne, un tiers parti, j'allais dire. Non, c'est mal dit. C'est en ce sens que le gouvernement, alors je ne sais pas à quel niveau, pourrait jouer ce rôle de médiateur, d'autant plus que ça fait partie de la philosophie politique d'Emmanuel Macron, qui se rattachait à la seconde gauche de M. Rocard, qui lui aussi prônait la négociation entre 2 ou 3 partis avec ce médiateur. Ça veut dire négociation au niveau national, c'est ça que vous voulez dire, Yannick? Parce que, évidemment, les patrons de Total et de Esso ne veulent pas Grenelle. Moi, le je gouvernement. trouve que c'est une excellente idée. C'est compliqué, on a dépassé le stade de la branche. Est-ce qu'il faut en rester à la branche énergéticienne, je ne sais pas comment on dit, chimie Peut-être, là j'avoue que je n'ai pas cette ingénierie sociale et politique en tête, mais c'est peut-être effectivement, on est quand même à un moment extrêmement particulier de l'histoire de la France et de l'histoire du monde. Peut-être faut-il effectivement une sorte de Grenelle ou de Matignon où l'État jouerait le rôle d'intermédiaire. Sinon, c'est la chienlit à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de majorité absolue. C'est la chienlit, peut-être, en tout cas des revendications dans la rue. Et on se demande s'il y a un pilote dans l'avion. Sur quoi tout ça peut déboucher ? 30 secondes pour terminer. Non, les Français sont très sensibles aux injustices et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est un vrai partage des efforts. Il faut envoyer ce signal fort aujourd'hui parce que quand, encore une fois, les Français se privent de tout, que ce soit de manière financière ou dans leur mode de vie, et qu'en parallèle, on voit des personnes qui font des super profits sans aucun partage. C'était pas le message du plan de sobriété, par exemple, pour vous. Et qui sont couverts par le gouvernement, ça donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il nous faut vraiment une répartition plus juste des efforts, des profits et une répartition aussi plus juste des revenus du travail et du capital. Merci beaucoup Zartoft Bakhtiari, merci Yannick Halimi, merci à vous Michel Rouimi, merci Thomas Porte, merci à vous tous de nous avoir suivis et vous restez avec nous sur France 24.